Merci. Donc voilà, on a vu que on avait différents diagrammes pour chacun des processus. Comme la répétition est la mère des sciences, on va répéter la partie d'ici. Voilà. Donc on a vu, en fait on s'est arrêté au diagramme 13 ici là. Pour chacune de ces cas, pour chacune de ces cases ou processus, on va utiliser 13 diagrammes qui pourraient être utiles. Dans les 15 ou processus que je vous invite à aller revoir dans la vidéo précédente. Dans cette vue, on pourrait utiliser, dans la vue logique, on pourrait utiliser le diagramme de classe, le diagramme d'objet. Ce sont les diagrammes qu'on va utiliser pour chacune des vues. Dans la vue de processus, on va utiliser le diagramme de séquence, le diagramme de collaboration, d'état de transition, d'activité globale d'interaction, de temps. Voilà. Et pour la vue des composants, le diagramme des structures composites, diagramme de composants encore. Pour la vue de déploiement, diagramme de déploiement. Donc, je vous parlais de 13 diagrammes. UML repose sur ces 13 diagrammes. Je ne vais pas les relire, ça ne sert à rien. Sauf qu'avec vous, on va découvrir certains d'entre eux, notamment le diagramme de classe, le diagramme de package, le diagramme des cas d'utilisation. C'est les diagrammes que j'ai mis en rouge qu'on va essayer de rester un peu longtemps dessus. Donc, vous vous rappelez du besoin de l'utilisateur ici. On est dans le diapo 19, on retourne derrière. Voilà, le besoin de l'utilisateur. Je vous ai dit au début que UML reposait sur le besoin de l'utilisateur. Tous les diagrammes dépendent du besoin de l'utilisateur. Vous voyez, donc on a vu qu'il y avait, pour chacun des contextes, le contexte fonctionnel, on avait des diagrammes, le contexte architectural, il y avait des diagrammes, et le besoin de l'utilisateur aussi, on a des diagrammes. Voilà. Instant. On a 18. Donc ici, là, pour le besoin de l'utilisateur, on peut utiliser le diagramme de package, le diagramme de cas d'utilisation. Donc j'espère que vraiment vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas embrouillé par le fait que je retourne, je reviens et que vous comprenez simplement que on parle de UML, qui est un langage de modélisation unifié. Et dans ce langage, ce n'est pas un langage comme les autres, comme le HTML, comme le Java, comme le C++, comme on va pas taper des lettres avec des échappés, des points-virgules, non. Ici, on utilise des diagrammes, on utilise des dessins. Et pour ces dessins, on utilise des outils. Vous pouvez utiliser votre papier, vous pouvez utiliser Paint, pourquoi pas, pour avoir un aspect graphique, comme vous pouvez utiliser des logiciels professionnels. On a vu dans la vidéo partie 1 de la formation que certains logiciels étaient payants, comme Star UML. Je vous ai montré aussi le logiciel que, par rapport à mon budget, le logiciel que j'utilise. Vous voyez. Donc là, on a remarqué que pour bien identifier le diagramme qu'on va utiliser, il fallait savoir dans quelle vue on se situait. Dans quelle vue ou encore dans quelle étape de projet on se situe. On a vu qu'il y avait 4 plus 1 vues et que le 1 c'est le besoin de l'utilisateur. Donc c'est quand ne vous effrayez pas parce que 4 plus 1 non. Ça c'est seulement des termes pour au contraire, c'est là pour simplifier encore les choses. Les 4 plus 1 vues, c'est simplement des différentes vues ou encore différentes façons de voir les choses, différents processus qui va nous permettre d'adapter un diagramme par rapport à ça. Et dans la vue 1, dans la première vue ici, là, qui est le besoin de l'utilisateur, qui est le centre de notre projet, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Des formations YouTube, c'est pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Tout ce qu'on fait, c'est pour répondre à un besoin qui est existant, sinon on ne ferait pas ça. Donc pour le besoin de l'utilisateur, j'ai dit qu'on peut utiliser le diagramme de package et le diagramme de cas d'utilisation. Je crois que ce petit résumé a quand même aidé pas mal de personnes. Donc on avance. Le diagramme de package ou diagramme de partie. C'est quoi le diagramme de package? Comme son nom l'indique, le diagramme de package, c'est simplement le diagramme de partie. Excusez-moi, je ne sais pas si vraiment ça enregistre bien. Il ne faudrait pas que... Voilà, bon, je n'ai pas testé le micro tout à l'heure, mais j'espère que ça enregistre. Et si ça n'enregistre pas, je vais tout refaire à zéro. Donc, je disais que le diagramme de package ou le diagramme de partie, c'est quoi? On prend l'exemple du logiciel Word. Vous voyez ici là, ça c'est le logiciel Word. Qu'est-ce que vous remarquez?
vous remarquez deux bonhommes que je vais expliquer par la suite, encore plus en détail. Vous remarquez un rectangle et vous remarquez des dossiers. Ces dossiers-là s'appellent des packages ou encore des parties. Le carré rectangulaire représente le logiciel Word. Et ces bonhommes-là représentent le client, les acteurs principaux et les acteurs secondaires. L'acteur principal, c'est le client, pour qui est destiné le logiciel, et l'acteur secondaire, c'est celui qui intervient dans le logiciel. Comme l'acteur secondaire peut être aussi un système bancaire, ça peut être un système bancaire, ça peut être un logiciel à part, différent du logiciel actuel. Donc, je reviens ici pour être un peu plus clair. Vous voyez ici, là, on a le logiciel Word. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez dans le logiciel Word? C'est qu'on a plusieurs parties dans ce logiciel ou plusieurs modules. On a l'accueil, on a l'insertion, la mise en page référence, public postage, révision, affichage, Foxy Reader PDF. Donc voilà. Donc on peut créer un diagramme de package à l'aide de ces parties-là. Mise en page, accueil et la mise à jour. Vous voyez que c'est lié à quelqu'un d'autre qui met à jour. En temps normal, s'il y a des bugs sur le logiciel, c'est le développeur qui met à jour les versions de Word, Word 2013, Word 2017. Donc ça n'a rien à voir avec le client ici, le client principal. On peut passer à la suite. Le diagramme de cas d'utilisation. Pour avoir le diagramme de cas d'utilisation ici là, chaque cas d'utilisation a un diagramme. Les cas d'utilisation, je vous ai dit que par exemple cette partie-là, ces modules, ces onglets, ce sont des parties du logiciel Word. Mais quand je viens entrer par exemple dans accueil, dans l'onglet accueil, on a plusieurs cas d'utilisation pour l'onglet accueil. On a définir la taille du texte, changer le style du texte, mettre des listes à puces, définir comment ça c'est quoi déjà, un format, donner un format en fait à notre texte. Donc on a plusieurs parties et c'est ce qu'on appelle le cas d'utilisation. Donc c'est des parties, des différentes composantes des parties ou bien de package. Pour le package accueil, on a un cas d'utilisation, modifier la couleur, augmenter la taille. Donc ce que je viens de dire tout à l'heure, je vais revenir. Par exemple ici là, dans la partie accueil, si je vais taper par exemple UML, vous voyez, qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire? On peut augmenter la taille, on peut passer à 72, on peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut souligner, on peut barrer le texte, on peut même tenter de les mettre au carré, voilà. On peut faire ce qu'on veut en fait, changer la couleur, définir différentes polices. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'explication. Quels sont les différents cas d'utilisation que l'on utilise? Vous voyez, je reviens de la formation. Donc, j'espère que vous voyez la différence entre le diagramme de package et le diagramme de cas d'utilisation. On va passer à l'étape suivante. Le processus. L'utilisateur ou acteur. Acteur principal, c'est comme je disais, c'est celui à qui est destiné le logiciel. Donc, dans notre cas, c'est à nous qui utilisons Word quotidiennement. Et ensuite, acteur secondaire, ça peut être un logiciel, ça peut être la banque. L'acteur secondaire peut être, par exemple, quand on nous demande de payer une nouvelle version de Word, ça peut être le système bancaire qui est lié à ça. Par exemple, dans les cas de site e-commerce, quand on a un site e-commerce, l'acteur secondaire peut être le système bancaire qui est intégré dans le site e-commerce ou de n'importe quel autre site marchand. Mais l'acteur secondaire peut être encore une autre personne qui n'est pas directement attachée aux besoins du logiciel. Voilà, donc ça peut être le développeur. Il est possible de représenter un acteur sous forme de boîte ou de bonhomme. Vous voyez, ça peut être un acteur, on peut le représenter sous forme de boîte ou de bonhomme. Le cas d'utilisation interne n'est pas lié à l'acteur. C'est une action qui se déclenche suite à un autre cas d'utilisation. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? On va prendre un peu notre souffle. Voilà. Le cas d'utilisateur interne. D'abord, là, on est dans quel diagramme? Pour ceux qui voient ici, là, on a Word, on a enregistré un document, enregistré sous. On est dans le type de diagramme de cas d'utilisation. Attendez. On est dans un diagramme de cas d'utilisation, par exemple, ici, là. Vous voyez, il y a enregistré un document et puis il y a enregistré sous. Parce que c'est une fonctionnalité qui est interne et qui est liée. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous remarquez ici, là?
je vous parle de cas d'utilisation interne. C'est un cas en fait qui n'est pas lié à l'acteur. Je vous ai dit qui est l'acteur. L'acteur, c'est la personne qui utilise le logiciel. Dans le cas d'utilisation interne, c'est un cas qui n'est pas lié à un acteur. C'est une action qui se déclenche suite à un autre cas d'utilisation. Allons-y. Tout à l'heure, je vous ai écrit UML dans le document. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Moi, quand je clique sur le bouton enregistrer, voilà, en temps normal, si j'ai déjà enregistré le document auparavant, il ne me propose pas cette fenêtre enregistrée sous. Mais comme je n'ai pas encore enregistré le document, j'ai cette fenêtre enregistrée sous. Donc, enregistrer sous, je peux dire que ce n'est pas moi qui ai déclenché cette action, c'est le logiciel qui a déclenché l'action enregistrer sous pour me proposer où est-ce que je peux enregistrer ce document. Moi, j'ai dit je l'enregistre dans le bureau. Allez, tac, j'enregistre le document dans le bureau. Vous voyez, je vais cliquer encore sur enregistrement. Vous voyez, il n'y a pas une nouvelle fenêtre enregistrée sous. Donc là, on vient de la fenêtre enregistrée sous est un cas d'utilisation interne. Donc c'est interne au logiciel, c'est le logiciel qui va proposer l'affichage de ce document-là. Donc on continue le processus. L'utilisateur ou acteurs principaux, celui à qui est destiné, ça on en a parlé. Attendez, il faut que je revienne à la partie où on est, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc le cas d'utilisation interne, on a vu ici là. Vous voyez, donc pour représenter le cas d'utilisation interne, on met enregistré dans un cercle, enregistré sous dans l'autre, on met une flèche. Vous voyez, on représente par une flèche et on écrit include. Ça veut dire que c'est un cas d'utilisation qui est interne au logiciel. On met include. Donc cette fonction-là inclut ce module-là. On passe à l'étape suivante. Voilà. On va s'arrêter aux relations de type extend parce que je vois que la vidéo est déjà en train de prendre un certain time. Donc la relation de type extend, comme par exemple on ferme une fenêtre sans enregistrer son document Microsoft Office Word, affiche une boîte de dialogue qui demande voulez-vous enregistrer sous. Attendez. Là, je crois que j'ai une grosse gaffe que je vous ai mis par rapport à la relation de type extend. Donc, je veux, parce que je vous ai donné ces cas pour les relations de type interne. Voilà, que c'est déclenché c'est un cas d'utilisation interne qui est déclenché par le logiciel. Donc, je ne peux pas reprendre ce type-là, cet exemple pour les relations de type extend. Voilà. C'est-à-dire, voilà, je vais prendre cet exemple. Et cet exemple-là, je vais le supprimer. Vous voyez, je supprime ça. C'est une erreur, ça arrive. Je supprimer la diapositive. Dans le deuxième cas, les relations de type extend. Quand vos mots de passe comportent des erreurs, le logiciel, il y a souvent une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui dit le mot de passe saisi ne correspond pas. Deux fois, quand vous avez le mot de passe pour vous connecter sur Facebook, vous loguez facilement dans votre page d'accueil, dans votre espace membre. Mais quand vous n'arrivez pas, il y a une boîte de dialogue. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? Que une relation de type extend est une relation qui a un module ou bien comment est-ce que je peux formuler ça? Une relation de type extend est simplement un module qui se déclenche quand on fait une erreur. Ça n'arrive pas toujours. Ça n'arrive pas toujours que vous vous trompez des mots de passe. Donc c'est au cas où. Vous pouvez appeler relation de type extend au cas où. Au cas d'une erreur, au cas de je sais pas moi. En fait une erreur. Donc j'ai schématisé ça ici là. Saisie des mots de passe incorrect. Donc c'est pour cela que je prends la flèche et que la flèche remonte. Parce que ce mot de passe incorrect dépend de l'utilisateur qui saisit le mot de passe ici. Si l'utilisateur ne saisit pas un mot de passe, il ne va pas faire sortir cet onglet mot de passe incorrect. Peut-être qu'il va dire le champ est vide, et ça c'est autre chose. Mais il ne ferait pas sortir cet onglet-là de mot de passe incorrect. Donc la relation de type extend est une relation qui intervient quand il y a une erreur. C'est une relation qui est déclenchée par une action que l'utilisateur a effectuée. Deuxième cas de type extend, quand vos mots de passe comportent une erreur, ça d'accord, ça déjà je l'ai dit. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Pour les relations de type interne et les types externes. J'espère vraiment que ça aide beaucoup de gens. Si vous voulez rajouter des idées, si vous pensez aussi que j'exprime mal ou que tout ce que je dis c'est comment je vais dire, il y a des idées à ajouter. Par exemple, sur ma relation de type interne, moi je vous ai proposé les relations de type interne ici là.
par rapport, voilà, enregistrer sous. Moi, c'est une relation de type interne parce que ça déclenche cette action-là. Voilà, quand on enregistre, obligatoirement, pour une première fois au moins, il faut enregistrer sous. Vous voyez un peu, non? Donc, ça dépend de l'action enregistrée. Ça ne serait jamais vérifié si c'est vrai ou pas. Mais par contre, ici, là, le mot de passe, s'il est incorrect, obligatoirement, ça dépend de... Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est les relations de type include et les relations de type extend. Donc, voilà. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais vous prendre un autre exemple. Ça, je le fais de... Par exemple, quand vous éternuez. Excusez-moi. Vous voyez? Quand j'éternue, ensuite je vous dis excusez-moi. Excusez-moi, c'est quelle relation par rapport à l'éternuement qui vient de se produire? Est-ce que c'est une relation de type include ou une relation de type exclude? Excusez-moi, c'est une relation de type exclude simplement. Parce que si je n'avais pas éternué, je ne suis pas obligé de vous dire excusez-moi. Mais par politesse, comme j'ai éternué, ou bien je tousse, je suis obligé de présenter mes excuses. Donc, excusez-moi, je viens d'éternuer devant les gens, je ne sais pas, je présente mes excuses. Excusez-moi. C'est une relation de type, la formule de politesse, excusez-moi, est une relation de type extend par rapport à l'éternuement qui vient de se produire. Est-ce que vous voyez les relations de type extend? Quand je vais éternuer encore, et que là j'ai éternué, qu'est-ce qui se passe? J'ai fermé les yeux. Souvent quand on éternue, par erreur, on ferme les yeux. C'est une relation de type quoi? Include. Parce que c'est un truc qui est automatique. Pas de vous abonner, de partager cette vidéo dans des groupes, surtout de développeurs, pour que chacun puisse apporter sa contribution, on puisse trouver ensemble des solutions. Donc merci.